Cartes sur table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour, vous êtes bien à Cartes sur table sur Hype FM. Ce matin, nous allons parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, aurait dit le regretté Charles Aznavour. En ce temps-là, le président s'appelait Jacques Chirac. Il avait été élu en 1995, mais en 1997, il avait dissous l'Assemblée, et lors des élections législatives qui ont suivi, c'est la gauche qui avait remporté les élections. Lionel Jospin était le Premier ministre de ce qu'on appelait la gauche plurielle. Et c'est dans ce contexte que le 29 mai 1998, puis près de 2 ans plus tard, en novembre 2000, de nouveau au Sénat, puis de nouveau à l'Assemblée nationale, le 18 janvier 2001, la France reconnaissait publiquement le génocide arménien de 1915. Une simple phrase qui résonnera longtemps, bien au-delà des frontières françaises. L'émission Cartes sur table donc de ce matin revient sur cet événement sans précédent qui a rempli d'émotion le cœur de tout un peuple et enthousiasmé les militants de la cause arménienne qui se sont investis dans cette tâche durant de si nombreuses années. Sur cette antenne, nous accueillons donc les députés René Rouquet, François Rocheboine et Jean-Paul Brett, ainsi qu'Alexis Gossian, qui est le premier président du CSAF qui était en poste à l'époque. Je voudrais d'avance excuser ici Ala Krikorian, qui était à l'époque le président du comité de défense de la cause arménienne, qui aurait dû être parmi nous ce matin, mais il se repose après une petite intervention chirurgicale. Je voudrais rassurer tous ses amis, et nous lui souhaitons tous nos vœux de prompt rétablissement. J'essaierai d'apporter, en ayant été un des petits acteurs de l'époque, mes modestes souvenirs. Alors, nous avons sur ce plateau René Rouquet. René Rouquet, bonjour. Bonjour. Et nous avons Alexis Gossian également. Alexis Gossian, bonjour. Bonjour. René Rouquet, vous étiez le rapporteur de la loi qui a été votée le 29 mai 1998. Avant de parler de ce moment-là, pourriez-vous très rapidement nous faire un peu ce qu'a été ce combat pour la reconnaissance du génocide arménien avant 1998 ? Vous savez, moi j'ai commémoré le 24 avril des années et des années avec Joseph Franceschi d'abord à Alfortville, au monument aux morts tous les ans, puis devant un rashkar qui lui avait été offert par sa sainteté Vasquen Ier. Donc nous étions imprégnés. Quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale en 81, j'étais vraiment imprégné de ce devoir de mémoire, et donc je voulais faire absolument avancer cette cause avec d'autres bien sûr, mais on a commencé par y travailler, et puis quand est arrivé le grand bouleversement de la chute de l'URSS, de ce qu'était l'URSS de l'époque, avec l'indépendance, avec un gouvernement arménien qui s'installait, est venue l'idée de porter à l'Assemblée nationale cette idée de reconnaissance du génocide arménien. Alors pourquoi ça s'est pas fait tout de suite dans les années, disons 88 ? Tout simplement parce que on avait d'autres priorités à ce moment-là. Il y avait l'installation de l'État arménien, les relations que nous avions avec eux, de nombreux voyages pour travailler sur cette question-là. Et puis, dans la foulée, il y a eu la guerre en Artsakh, avec des mobilisations extraordinaires, avec des manifestations. La guerre a pris le dessus sur toute revendication. Et puis il faut bien dire que le gouvernement de l'époque, de Levon Ter-Petrosian, ne mettait pas lui-même la pression sur cette question. C'était vraiment une revendication de la diaspora. Et on est arrivé comme ça, après toute cette période, on est arrivé en 97 avec l'élection de Lionel Jospin. Alors il y avait eu avant beaucoup de textes déposés à l'Assemblée sur la reconnaissance du génocide. Mais en 97, étant très proche de Lionel Jospin, avec d'autres, avec Jean-Paul Brett, avec Didier Migaud, on a voulu déclencher quelque chose et avoir la possibilité d'inscrire ce texte, cette proposition de loi sur une niche parlementaire. Alors on a essayé d'abord de convaincre le gouvernement de prendre l'initiative lui-même. Ce qui n'a pas été possible. Ce qui n'a pas été possible pour toutes les raisons qu'on connaît. Même si je pense que, et à Matignon et à l'Élysée, il n'y avait pas une objection totale. En tous les cas, il y avait toute la diplomatie derrière, que vous savez
tout le monde sait comment ça marche, partout. Et ça n'a pas pu se faire. Donc on a déclenché, et là c'est le groupe socialiste qui a pris l'initiative. Jean-Marc Ayrault en était le président à l'époque. Et un jour de réunion du groupe, autour du mois d'avril, autour de mauvaises réponses qui nous avaient été faites sur cette question-là par le gouvernement, on a décidé de saisir dans une niche parlementaire et d'inscrire le texte. Alors là, je vous raconte pas tout ce qu'il a pu se passer autour de ça. On va en parler pendant encore une heure. Alexis Goffsian, vous, quel est votre premier souvenir justement de ce 24 avril 98 ? Vous avez écrit un livre sur cette période. D'ailleurs, je le rappelle à nos auditeurs qui pourront s'y référer pour bien comprendre ce qui s'est passé durant ces 3 années. Quel est votre premier souvenir de ce 24 avril 98 où justement on voit qu'il y a une bronca qui se déclenche à l'Assemblée nationale concernant la mauvaise réponse du gouvernement sur la question ? Écoutez, c'était effectivement un souvenir à la fois, je dirais, d'indignation, de colère, mais aussi de satisfaction de voir que toute une partie importante de la représentation parlementaire était avec nous pour avancer sur le sujet. La position du Quai d'Orsay était connue depuis bien longtemps, donc relayée par le gouvernement. Et si, comme disait René Rouquet, il a fallu du temps parce que l'Arménie n'était peut-être pas prête, etc., mais de la même façon, les chantages, les pressions de la Turquie pour qu'on ne parle même pas du génocide et qu'on ne prononce pas ce terme était quelque chose de réel. C'est donc dans ce contexte que cela s'est préparé et le 24 avril 98 et puis les jours qui ont suivi, on a vu une montée en puissance et une mobilisation donc de la classe politique et notamment il faut le dire et le reconnaître du groupe socialiste de René Rouquet, de Jean-Paul Bret, de Didier Migaud et de tant d'autres et qui ont travaillé dans ce sens. Donc ce sont les premiers souvenirs qui me viennent comme ça à l'esprit et en même temps le comité du 24 avril qui était avec le CDCA en mouvement pour la commémoration du 24 avril, pour la demande de reconnaissance du génocide, était mobilisé et on voyait bien qu'il fallait passer à un autre cadre, à une autre vitesse. C'est ce qui s'est passé par la suite, mais je pense que nous en parlerons tout à l'heure. Oui. Comment avez-vous eu l'idée de cette niche ? Quand est-ce que ce système parlementaire a été mis en place ? Parce qu'en fait, ça n'existait pas véritablement jusqu'à cette date-là. C'est tout au début de l'utilisation des niches. Et en principe, c'était il n'y avait pas eu beaucoup encore. Je crois que c'est le gouvernement, c'est Jospin qui a introduit cette notion-là dans le règlement de l'Assemblée nationale. Voilà. Et donc on a saisi cette occasion. Je crois que c'est Philippe Séguin, en fait. Philippe Séguin, d'accord. Président de l'Assemblée nationale. On a eu la chance aussi d'avoir. On a fait un travail avec Jean-Paul Bret, avec Didier Migaud, avec un certain nombre et dans d'autres groupes politiques aussi, comme François Rocheboine. On a tous travaillé dans nos groupes pour amener cette idée et dire que c'était indispensable pour nous de faire passer ce texte. Donc on a créé les conditions pour l'accepter. Et moi je me souviens à la première réunion du groupe socialiste où Jean-Marc Ayrault a proposé qu'on se saisisse de cette niche parlementaire. Le groupe socialiste était convaincu parce que nous, on avait réussi à faire ce travail. Donc après, on est passé en commission, on a auditionné les experts. Je voudrais une pensée pour Yves Ternon, bien sûr, qui a été un des piliers de ma réflexion et pour confectionner, construire ce rapport qui a fini la discussion autour du texte. Et ça a été un moment très important pour nous. Et il n'y a pas eu de dispute, de revendication par les groupes politiques. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Je crois qu'une fois que le processus a été lancé, et on l'a vu à la Commission des Affaires étrangères quand j'ai fait mon rapport, Jacques Lang, le premier, a soutenu le texte, a soutenu le principe du texte. Et donc il y a eu un entraînement qui s'est fait naturellement. Et sans de discussion partisane
qui auraient pu être néfastes pour le texte. Le seul problème qu'il y a eu, peut-être un peu, mais peut-être que François y reviendra, Rochebonne, tout à l'heure, sur cette question-là, c'est que certains groupes et certains parlementaires voulaient rajouter au texte, voulaient sur les problèmes de la pénalisation, faire rentrer la commémoration, problème d'adhésion, les problèmes traités aussi dans le texte de l'adhésion de la Turquie. Enfin, on voulait y mettre beaucoup de choses et on a les auteurs du texte, Didier Migaud et moi-même et les autres, et Jean-Paul Brett, on a maintenu qu'il fallait avoir un texte le plus simple possible, le plus lisible possible, pour avoir un accord maximum et qu'à l'Assemblée nationale, on se batte pas sur des amendements. Donc on a décidé de maintenir le texte tel qu'il a été voté, et ça a été un grand moment, bien sûr, qui nous a amené à la discussion générale avec cette explosion de joie que vous avez tous connue et qui était unique à l'Assemblée nationale. À la suite du vote de ce texte, les huissiers de l'Assemblée nationale qui avait quand même un certain nombre d'années qui étaient là. Ils sont venus me dire, monsieur le député, on n'a jamais vu ça. Une assemblée avec les parlementaires debout, le public debout, en train d'applaudir pendant plusieurs minutes, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'était le 18 janvier 2001, René, si tu parles de cette journée. Alors, Alexis vous pose la question si vous parliez du 18 janvier 2001. Non, là je suis sur le 98. Alexis, bonjour. Je suis toujours sur ce 98. Alors, on va retrouver ça en 2001, mais on va y arriver puisque on essaye de suivre le fil. Alexis Goffsan, moi ce que je voudrais souligner, c'est quand même que effectivement, dans la suite de ce que vient de dire René Rouquet, c'est qu'en fait ce texte a été unanimement préparé et unanimement voté. C'était là aussi, on a dépassé tous les clivages politiques autour de ce texte. Complètement. Oui. Ce qu'on ne mesurait peut-être pas, et c'est là que je voudrais avoir votre ressenti, c'est que une fois qu'il a été voté en 98, on va avancer maintenant dans l'histoire. Une fois qu'il a été voté en 98, on s'attendait pas à ce que ça mette autant de temps et que ça pour aboutir justement en 2001. Dans les premiers jours après 98. Effectivement, parce qu'après le vote de l'Assemblée nationale, le texte arrivait logiquement au Sénat. Le Sénat qui était avec une majorité plutôt le contraire de ce qu'était celle du gouvernement. Donc nous étions, rappelez-vous, en période de cohabitation entre le président Chirac et Lionel Jospin, Premier ministre. Et il y a eu une espèce d'aller-retour et de passage de patates chaudes des uns et des autres pour dire il faut voter, il faut pas voter, on peut pas voter, on peut voter, etc. Donc il y a eu toute une période entre 98 et 99 où nous étions dans l'expectative et en même temps, et je souhaite le rappeler, mais vous vous en souvenez, la Turquie a organisé un lobby monstre vis-à-vis à la fois du gouvernement et de l'Élysée pour demander à ce qu'il n'y ait pas de suite. Donc nous étions dans ce cadre, la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat était très préoccupée par les marchés qui étaient en train d'être passés avec la Turquie, toutes les relations diplomatiques qui devaient en souffrir. Et par ailleurs, bien que le texte était d'initiative socialiste, celui voté à l'Assemblée nationale, le gouvernement, cette fois-ci, représenté par Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères, faisait tout ce qu'il fallait pour que le texte ne soit pas examiné. Donc, je me souviens du travail réalisé par Claude Estier, à l'époque président du groupe socialiste au Sénat, avec l'accord de François Hollande, à l'époque premier secrétaire du Parti socialiste, pour qu'il y ait le même texte qui soit introduit en lien avec LNLUC, les communistes et d'autres forces. Et tout ceci a toujours été retoqué, entre guillemets,
par le gouvernement, par Hubert Védrine, qui a joué le rôle de porte-voix du Quai d'Orsay, c'est-à-dire une politique équilibrée et impartiale, et on ne joue pas trop au niveau des relations avec la Turquie. Donc c'était dans ce contexte que les choses s'organisaient. Bien évidemment, le président de la République d'Arménie, à l'époque Robert Kocharyan, demandait à l'ONU à ce que la question de la reconnaissance du génocide soit une préoccupation internationale. Donc il y avait cette force qui venait de ce côté-là. En France, les forces politiques étaient, comme vous le disiez, unanimes ou quasi unanimes pour régler cette question de la reconnaissance du génocide. Et il y avait l'appareil de l'État, notamment du Quai d'Orsay, qui bloquait. Et bien évidemment, tant l'Élysée que Matignon ne pouvaient pas aller dans un autre cadre sans régler d'autres problèmes au préalable. Donc c'est dans ce contexte qu'il a fallu organiser et puis monter en puissance toute la mobilisation de la communauté arménienne, un partenariat avec le CDCA qui était membre du comité du 24 avril. Donc je salue, puisqu'il n'est pas là, mon ami Arak Krikorian, et je lui souhaite également prompt rétablissement. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger bientôt et d'évoquer ses souvenirs. Et donc une mobilisation, une montée en puissance une montée en puissance dans toute la France et non pas seulement à Paris. C'était quelque chose d'extraordinaire, une marche qui est partie de province pour venir à Paris. Il y a eu des mobilisations, un stand qui a été installé devant le Sénat pendant 150 jours, tous les jours, et je souhaite, même si on ne peut pas citer tout le monde, je souhaite en citer deux, à chaud des gens qui ont été les soldats de l'ombre, qui ont travaillé tous les jours pour organiser la présence arménienne devant le Sénat. Tout le monde s'en souvient, René est venu, René Rouquet, Jean-Paul Brett, François Rocheboine, tout le monde était là. Donc dans ce contexte-là, ce travail réalisé, et parce que le contexte aussi devenait de plus en plus favorable, parce qu'en France, nos concitoyens français, qui n'étaient pas arméniens, qui connaissaient, qui avaient entendu parler du génocide, mais qui qui n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait et qui souhaitaient que cette question soit réglée. Ils se demandaient même pourquoi elle ne l'avait pas été jusque-là. Donc la représentation parlementaire, les sénateurs qui s'organisaient pour réaliser le travail, comme cela avait été fait à l'Assemblée nationale. Le Sénat était plus divisé parce qu'il y avait un groupe d'amitié France-Turquie qui était très fort et très mobilisé également. Donc cette mobilisation plus le contexte international, la position de l'Arménie et l'évolution du président Chirac sur cette question, et le fait que le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Relations avec le Parlement ne soient plus en situation de venir au Sénat, mais que ce soit un autre ministre des Relations avec le Parlement, à savoir Jean-Jacques Kéran, qui reprenne, je dirais, le flambeau. Jean-Jacques Kéran, qui était aussi un ami proche de la cause arménienne, de la région Rhône-Alpes. Donc tout cela a fait que nous sommes entrés dans un autre cadre. Et au Sénat, les esprits ont évolué. Un travail remarquable a été fait par quelques sénateurs. Je rappelais Claude Estier, bien évidemment, qui a été un véritable combattant de cette cause. Donc je souhaite rendre hommage à sa mémoire. Mais aussi, bien sûr, Hélène Luc, qui a fait un travail remarquable. Jacques Oudin, qui était le président du groupe d'amitié France-Arménie au Sénat, un sénateur de Vendée. Donc toutes ces personnalités et le président Poncelet, le président du Sénat, qu'il a fallu convaincre, mais une fois convaincu, il a été d'une grande aide pour la reconnaissance. Tout cela a fait que dans la nuit du 7 au 8 novembre 2000, c'est-à-dire à peu près 2 ans après, un peu plus de 2 ans et demi après le vote historique de l'Assemblée nationale du 29 mai 98,
le Sénat, à son tour, voter le même texte. Oui, Alexis, vous le disiez. Les choses n'étaient pas terminées. Oui. Pardon, si je peux... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais les choses n'étaient pas terminées parce que le Sénat, pour voter ce texte, avait dû utiliser De nouveau une niche. une nouvelle niche. Donc, et cette niche était effectivement utilisée par tous les groupes, parce que tous les groupes avaient signé le texte, mais c'était une nouvelle niche. Donc, il fallait que le texte revienne à nouveau à l'Assemblée nationale pour être totalement voté et confirmé en ce que le texte puisse devenir une loi. Donc, c'est tout ce travail qui a été organisé entre novembre 2000 et le 18 janvier 2001, mais je pense qu'on en parlera maintenant. Eh ben voilà, vous regardez, vous me lancez la perche. J'ai en ligne François Rochebloine. François Rochebloine. Oui, bonjour. Alors vous êtes avec deux amis, René Rouquet et Alexis Goffian. Vous les embrassez pour moi. Voilà. Bonjour François. Bonjour, On t'embrasse aussi. Alexis venait juste de raconter, de finir l'histoire du Sénat, et nous arrivions de nouveau à l'Assemblée nationale en janvier 2001, et c'est là où vous reprenez le flambeau pour présenter ce texte pour une adoption définitive. Effectivement, je crois en la providence, et là elle a bien fonctionné parce que nous avions le groupe UDF avait sa niche parlementaire au mois de janvier. Et lors de la discussion à l'intérieur de notre groupe, effectivement, nous réfléchissions sur les propositions de loi que nous pourrions déposer dans le cadre de cette niche. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi redéposer quelle proposition de loi alors qu'on en a une qui vient d'être adoptée au Sénat, qui en plus avait été déposée par les présidents des 6 groupes parlementaires du Sénat. Il n'y a qu'à la reprendre. Et là, j'ai eu l'appui à l'intérieur du groupe de notre ami André Santini, et qui a dit, mais François, il a raison, effectivement, nous en avons discuté, on a voté, et effectivement, la proposition de loi a été retenue dans le cadre de notre niche parlementaire. Et je me souviens, en tout début d'après-midi, René va s'en souvenir, lorsque nous nous sommes croisés dans les couloirs de l'Assemblée, j'ai expliqué la situation à René, que nous avions donc, le groupe UDF inscrivait dans le cadre de sa niche parlementaire, la proposition de loi sénatoriale, et il m'a dit bravo, c'est gagné, on a gagné. Oui, on a gagné, tous ensemble. Et effectivement, comme René l'avait été en 1998 pour la proposition de loi du groupe socialiste, j'en ai été le rapporteur, et je suis heureux et fier d'en avoir été ce rapporteur, comme je dis, pas en plaisantant, avec honneur plus exactement, puisque lorsque la loi est par le journal officiel, il y a 3 noms. Il y a le président de la République, Jacques Chirac, il y a le nom du Premier ministre, Lionel Jospin, et il y a votre serviteur, modestement, en tant que rapporteur. Mais croyez bien que j'en suis heureux et fier. Et ce jour-là, une nouvelle fois, l'Assemblée, l'ensemble, à l'unanimité, nous avons vécu un grand moment de l'histoire, des génocides. Alors, premier génocide du XXe siècle. Alors, Alexis Goffian a un rendez-vous qui a le truc, donc je voudrais lui poser quand même une dernière question. Alexis Goffian, j'ai beaucoup oui. J'ai beaucoup travaillé avec Alexis aussi, qui est venu à plusieurs reprises me contacter et qui a fait un livre d'ailleurs dans ce cadre-là. Voilà. Alexis, quel est quels sont les enseignements politiques que l'on peut retirer du vote de cette loi ? C'est-à-dire, quelles sont les conditions qui sont, ou pour vous, quelles ont été les conditions de cette victoire ? Les conditions de cette victoire sont, je crois, incontestablement celles de l'universalité de la cause et la manière de la rendre universelle pour qu'elle soit bien comprise. La reconnaissance a pu avoir lieu à partir du moment où le peuple français a bien compris la nécessité d'accompagner cette cause qui était insuffisamment connue et insuffisamment enseignée, et le fait que d'abord l'esprit d'union qui a régné au sein de la communauté arménienne, des organisations, toutes les organisations arméniennes ont superbement bien travaillé, vous savez, au sein du comité du 24 avril, le CDCA,
toutes ces structures partout en France, dans les coins les plus reculés, ont travaillé ensemble, dans un esprit d'union. Il n'y avait pas de différence. Donc ce mouvement était celui des Français d'origine arménienne. Et par ailleurs, cette cause a pu être expliquée et a pu être partagée avec la communauté nationale, la communauté de la République française, avec ses différentes composantes, ces acteurs socio-économiques, politiques, les syndicats, tous les syndicats de salariés comme la CFDT, FO, CGT étaient totalement mobilisés pour demander la reconnaissance du génocide. Toutes les grandes organisations des droits de l'homme, toutes celles qui travaillaient sur les questions des droits de l'homme et de génocide se sont mobilisées sur cette question de la reconnaissance. Les communautés qui sont celles qui ont porté des blessures de mémoire, comme la communauté juive, se sont mobilisées sur les questions de reconnaissance du génocide arménien. Donc, si vous voulez, cette universalisation, entre guillemets, de la cause et cette capacité à aller au-delà du cercle arménien ou de la nature arménienne de la cause, je crois qu'elle a été utile pour organiser tout ce travail qui, par ailleurs, n'aurait pas pu l'être si cette universalisation n'était pas comprise et accompagnée et surtout portée et défendue par des responsables politiques qui sont donc ceux que vous avez sur le plateau, bien évidemment René Rouquet, François Rocheboine, Jean-Paul Brett, mais tant d'autres, sans oublier celui avec qui nous avons j'ai beaucoup travaillé, et qui a été d'une grande aide à tous les niveaux, c'est-à-dire Patrick Devedjian qui a été dès le début et depuis tant d'années, comme vous savez, ses engagements dès le début de ce processus 29 mai 98 et après a été d'un grand secours, y compris à bloquer une tentative de saisine du Conseil constitutionnel pour la loi qui était votée le 18 janvier 2001. Donc tout cela a pu se faire parce que c'était un esprit d'ouverture, parce que c'était un esprit d'union, parce que c'était un siècle qui commençait, et dans ce siècle, on ne pouvait pas passer sous silence ce qui s'était passé. Je voudrais juste vous lire ce que disait Jean-Paul Brett, peut-être qu'il s'en souviendra, lorsqu'il parlait le 18 janvier 2001 à l'Assemblée nationale. Il disait par le vote d'une telle loi, il est seulement demandé à la République de faire œuvre de justice et de vérité. Le génocide a une valeur universelle. Le reconnaître, c'est l'admettre pour vrai. C'est interdire la négation, c'est condamner l'histoire, c'est apaiser les morts, c'est faire le deuil d'hier, c'est sauver la mémoire, c'est vivre sans cauchemar. À travers notre vote, disait-il, nous donnons en quelque sorte une leçon à l'histoire. Nous ne parlerons plus jamais d'un génocide oublié. Effectivement, depuis le 18 janvier 2001, nous ne parlons plus d'un génocide oublié. Si avant, la plupart du temps, c'était entre guillemets en bas de page d'un journal que l'on parlait rapidement du génocide arménien, aujourd'hui c'est dans la mémoire collective et c'est dans la mémoire nationale française, donc c'est dans la mémoire universelle. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir de tout ce travail qui a été réalisé par tous ces parlementaires, par toutes ces organisations et par tous ces obscurs que l'on ne peut citer, mais je crois que chacun s'y reconnaîtra. Je vous prie de m'excuser, oui, mais je dois partir pour un rendez-vous, donc je vous remercie et puis à bientôt. Merci encore Alexis Gossian. Oui. Alors, François Rocheboine, oui. J'aimerais rajouter effectivement rendre hommage à Patrick Devedjian, mais rendre hommage également à toutes celles et tous ceux qui sont mobilisés devant le Sénat pendant plusieurs semaines pour faire aboutir cette proposition de loi qui a été adoptée, certes pas à l'unanimité au Sénat, comme vous l'avez sans doute rappelé, mais qui a permis ensuite que celle-ci revienne donc à l'Assemblée nationale. Et cela, je tenais vraiment à le dire,
parce que c'est ainsi que, en se mobilisant, que nous y sommes parvenus. Mais aussi, et René Rouquet le sait très bien, lors du débat de cette proposition de loi qui est revenue à l'Assemblée nationale, nous avons eu de fortes pressions. Alors, pour ceux qui étaient mobilisés comme nous, motivés, il n'y avait aucun problème, ça ne posait pas de difficulté. Mais il y a eu des pressions en nous disant, vous allez nous faire perdre des marchés avec la Turquie. Et alors, il vaut mieux perdre un marché que de perdre son âme. On a reçu plus de 2 mètres cubes de mails de fax. Il y avait vraiment une pression. Et aujourd'hui, eh bien, on peut être heureux. Mais le combat ne s'arrête pas là. Maintenant, il faut lutter contre le négationnisme, sanctionner le négationnisme de tout génocide et crime contre l'humanité. J'ai adressé justement un mail au président de la République, dans le cadre de Facebook d'ailleurs, et justement pour que la France s'honorerait effectivement de sanctionner le négationnisme de tout génocide, je dis bien de tout génocide et crime contre l'humanité. Le génocide arménien étant reconnu, eh bien, le négationnisme serait interdit et serait sanctionné. Je vous pose la question à tous les deux en tant que parlementaires. Est-ce que un des points essentiels quand même de cette loi n'est pas dans par rapport à ce que vient de dire Alexis, c'est que justement elle dépassait le cadre d'une question nationale et qu'on était dans une portée universelle. Vous venez de le parler pour le négationnisme également, François Rochebloine. On a vraiment l'impression que les parlementaires français ont agi pour l'histoire et pour la France. Ouais, tout à fait. Moi, oui. Si je peux dire un mot là-dessus, c'est sûr que on était après tant d'années de combat, on était arrivé à se mettre d'accord et comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà des groupes politiques, il y avait une idée philosophique. On était sur une revendication universelle. Les droits de l'homme étaient bien sûr la reconnaissance de ce génocide. C'était aussi offrir rentrer dans la mémoire de tous ces hommes et ces femmes qui ont eu tant de soucis. Et quand on a connu cette période-là et qu'on a dans notre vie courante fréquenté autant de personnes issues de la communauté arménienne, qu'on a entendu ces témoignages, parce que la prise de conscience aussi de gens comme moi et comme je suis sûr François, c'est à travers nos discussions avec des gens de la communauté arménienne, surtout des plus anciens, qui ont connu l'exode, qui se sont retrouvés des enfants seuls, isolés dans des familles turques, qui ont dû se sauver par la suite. Si on revient sur tout ça, c'est une émotion extraordinaire et c'est ce premier génocide du siècle, il restera gravé, même si on le reconnaît, même qu'on fasse toutes les déclarations qu'on veut, ça reste dans nos cœurs, ça reste dans notre âme et on doit continuer en punissant bien sûr le négationnisme, comme l'a dit François. C'est un combat que nous avons mené, que nous avons gagné, puisque à certains moments on a réussi à faire passer, et c'est le Conseil constitutionnel qui a bloqué pour l'instant, mais j'espère qu'à un moment on pourra y revenir. Il faudrait peut-être attendre que la composition du Conseil constitutionnel soit modifiée ou évolue dans les mœurs. Mais c'est sûr qu'on reviendra sur cette question et qu'on gagnera aussi sur cette question. Alors aujourd'hui, bien sûr, on est entré, comme je disais tout à l'heure, pendant la période 88-98, il y avait tellement de sujets à régler que c'était pas forcément le sujet prioritaire. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'avec ce qui se passe en Arménie, ce qui se passe en Artsakh, les combats sont aussi, les priorités sont ailleurs, mais il faudra aussi aboutir sur cette question-là. C'est pas possible autrement, et je suis convaincu qu'on y arrivera si on s'y met tous ensemble. François Rochebloine, la France est-elle belle lorsqu'elle dépasse ses frontières? Oui, bien sûr qu'elle doit dépasser ses frontières. Et aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer en Artsakh, eh bien, je crois que l'on doit réagir. On ne peut pas rester dans l'état actuel. C'est pour cela que, et nous sommes nombreux à l'avoir fait, à demander à la France la reconnaissance de l'indépendance de l'Artsakh. Aujourd'hui, moi, comme René, qui connaissons, et comme d'autres, qui connaissons très bien l'Artsakh, qui connaissons très bien, pas seulement Stepanakert, mais Chouchi. Moi, j'ai eu mal de voir Chouchi aujourd'hui tomber comme c'est le cas aujourd'hui. Et je pense que la France
patrie des droits de l'homme, doit réagir. Je ne dis pas que la France n'a pas eu des actions humanitaires. La France a fait des déclarations, mais les déclarations sont une chose, mais il faut aller plus loin. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire face à cette guerre qui est turco-azérie. Turco-azérie, je crois qu'on ne le dit pas assez, parce que c'est pas la guerre seulement de l'Azerbaïdjan. Je pense d'ailleurs s'il n'y avait eu que l'Azerbaïdjan, la guerre aurait été terminée, rapidement gagnée par les Turcs. Malheureusement, il y avait la Turquie et ses mercenaires et tous ces djihadistes de différents pays. Est-ce que néanmoins, je reviens un peu sur la question du génocide. On va revenir sur la question de l'Al-Sarr, bien entendu. Mais ce vote de 2001 n'est-il pas le début de tout un certain nombre d'autres combats qui ont permis à la France de réfléchir sur son passé, sur son histoire, sur les valeurs qu'elle doit porter. Et puis on a pu le voir, puisque même s'il a fallu près de René Rouquier l'évoquait tout à l'heure, c'était qu'on voulait introduire dans le même texte le négationnisme, l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Pardon. Oui. Merci d'ailleurs de le rappeler. Parce que René, effectivement, dans la proposition de loi du groupe socialiste, dont René était le rapporteur, il avait mis un article, effectivement, et je me rappelle en commission des affaires étrangères, lui aussi doit bien s'en rappeler, et finalement, il me dit, mais François, il vaut mieux accepter de retirer cet article, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Et le ministre des Affaires étrangères était à l'époque Jacques Lang. Je me souviens encore très bien de cette discussion. Non, René mais tu es président de la commission des affaires étrangères. Pardon? Il était président, Jacques Lang, de la commission des affaires étrangères. Pardon, pas ministre, j'ai dit. Oui. Non, pardon, j'ai dit effectivement président de la commission des affaires étrangères, et effectivement, je me suis pas battu là-dessus, parce que, effectivement, René avait raison, puisqu'il fallait surtout déjà faire reconnaître le génocide, c'était déjà la priorité, et c'est pour cela que on n'avait pas été plus loin, effectivement, à cette époque-là, de déposer un article qui aurait échoué à ce moment-là sans aucun problème, malheureusement. Mais tu as raison, François. Et de plus, il faut bien se remettre dans le contexte. C'est le groupe socialiste qui déposait le texte et qui était majoritaire à l'Assemblée. Et donc il fallait qu'on arrive. Il fallait au moins qu'on arrive à ce que Matignon et l'Élysée laissent passer le texte. Sans le soutenir, mais les laisse passer. Alors que si on avait été plus loin sur les problèmes de l'adhésion de la Turquie, de la réparation et tout ça, forcément, on aurait eu un coup d'arrêt du gouvernement qui aurait fait campagne dans le groupe pour qu'on vote pas ça. Donc il fallait trouver le dénominateur commun qui nous permettait de faire passer le truc sans qu'on ait une opposition dure. Même ce texte, le gouvernement n'y était pas favorable, quels que soient les gouvernements d'ailleurs, ils l'ont malheureusement bien montré. Et puisque jusqu'à l'adoption, à la fin, ils n'ont pas pu faire autrement. Ils l'ont laissé passer. Le gouvernement était représenté par le ministre des anciens combattants, qui était le dernier alors ça montrait bien qu'il n'y avait pas une adhésion totale de la part du gouvernement à cette époque-là, comme ça a été le cas à d'autres occasions. Bien sûr. Cela sans aucun esprit partisan. Parce que je rappelle aussi, et ça, lorsqu'il y a eu le dîner officiel à l'Élysée, avec la présence donc du président Robert Kotcharian, qui a remercié la France, le président Jacques Chirac n'a pas cité une seule fois dans son discours le mot génocide. Alors que le lendemain, à Paris, à la mairie de Paris, lui, le maire de l'époque, Jean Tibéry, avait cité à plusieurs reprises le mot génocide. C'est des choses qu'il faut se rappeler dans l'histoire. Il faudra qu'il aille en Arménie à la fin de son mandat pour prononcer ces mots. Et puis, donc au-delà des mots, ensuite il y a eu les 2 votes sur la pénalisation, certes retoqués par le Conseil constitutionnel, mais enfin le Parlement s'est exprimé à 2 occasions là-dessus. Il y a eu la décision de la journée nationale de commémoration du génocide des Arméniens mise en place par Emmanuel Macron, mais qui s'appuie
sur la loi de 2001. En réalité, il n'y aurait pas pu y avoir cette journée s'il n'y avait pas eu la loi. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai. Donc là-dessus. Et puis il y a eu depuis, on a obtenu les deux reconnaissances, de nouveau 2 votes au Sénat et au Parlement, à l'Assemblée nationale, pour la reconnaissance de l'ALSA. Je veux dire, et qui peut-être n'aurait pas eu lieu non plus s'il n'y avait pas eu cette première loi de reconnaissance du génocide des Arméniens. C'est vrai, c'est sans doute. Donc, et pourriez-vous, tous les deux, maintenant justement, on va revenir un peu sur les enseignements de ce vote. Comment, justement, vous parliez tout à l'heure des pressions de la Turquie. Comment les parlementaires peuvent faire face justement à ces... est-ce que c'est une vraie réalité? Parce qu'en réalité, le mécanisme économique avec la Turquie n'a jamais baissé. Absolument. Peut-être après la signature, il y a eu peut-être quelques pertes de marché, mais c'est pas grave. Mais aujourd'hui, tout est redevenu normal. Le business, la vie économique, elle a pris le dessus. Mais quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux perdre un marché que de perdre son âme. Et ça ne m'a pas du tout... les pressions que j'aurais pu avoir, que j'ai pu avoir, ne m'ont absolument pas... et René Rouquet, j'en suis persuadé, partage le même sentiment. Au contraire, ça n'a fait que nous motiver encore un peu plus pour faire aboutir cette cause qui était juste, cette reconnaissance, et d'ailleurs qui a été suivie aujourd'hui quand même par de nombreux États. Et je me réjouis de voir aujourd'hui que à certains endroits, même des villes, des régions, hors de la France, reconnaissent l'indépendance de l'Artsakh aussi. Est-ce que cette loi était aussi une forme d'éducation, quelque part, ça a permis les manuels scolaires, etc., mais qui ont évolué sur la question du génocide, parce qu'il y a eu là aussi, il y a eu la loi. Est-ce que ça a été aussi une façon de faire pénétrer la question du génocide des Arméniens dans la société française et qui maintenant est partagée à plus de très très forte majorité. On reconnaît le génocide des Arméniens. C'est-à-dire que il y a un vrai travail. Ça a permis un travail d'éducation, de recherche sur le sujet. Harold, si tu permets, je voulais revenir 2 minutes en arrière sur la pression des Turcs. Moi, je me souviens très bien du moment dans l'année 97 où on travaillait justement. Il y avait ce nouveau gouvernement et nous on faisait pression pour amener le texte. Quand on en parlait avec l'entourage de Lionel Jospin, je pense à son directeur de cabinet, je pense à l'entourage de Védrine qui était complètement opposé à tout ça. Bon, il faut être très clair, je l'assume parfaitement. Quand on leur parlait de ça, ils nous disaient mais vous nous parlez d'une question, c'est pas une revendication du gouvernement arménien. On nous parle jamais de cette question quand on a des relations bilatérales. Et je me souviens d'une visite de Robert Kotcharian quand il est venu à Paris en 97. Il était encore Premier ministre. C'était la fin de son mandat de Premier ministre où je l'avais appelé, on s'était vu et je lui avais demandé d'insister auprès du gouvernement français pour dire que c'était aussi une revendication de l'Arménie. Cette question-là, dont il n'entendait pas forcément parler à chaque fois. Donc, et je me souviens d'une entrevue qu'il a eue. Il a été reçu par Dominique Strauss-Kahn, qui à l'époque était ministre de l'économie. Ils ont eu une relation sur autre chose. Et j'avais demandé à Dominique d'avoir un dialogue aussi avec Robert Kotcharian, le Premier ministre, au-delà des discussions qui étaient à l'ordre du jour, de parler de la reconnaissance du génocide arménien. Et je pense que ça a été aussi, déterminant, parce que Dominique Strauss-Kahn a pu se rendre compte que, de toute façon, et il me l'avait dit, toutes les questions les menaces sur l'industrie, sur les marchés avec la Turquie, de toute façon, c'est déjà en cours, rien ne pourra les arrêter. Et donc c'était simplement une façon d'influencer les parlementaires pour dire si vous faites ça, vous allez gêner votre gouvernement, vous allez déranger la marche du marché normal entre nos deux pays, et ça serait une catastrophe. Mais au-delà de ça, que ce soit le gouvernement arménien, que ce soit le gouvernement français de l'époque, on est passé au-dessus de ça. Même si c'est resté une menace qui était exprimée par les uns et par les autres.
François, René, je voudrais rebondir là-dessus. René, si tu permets, effectivement, lors du premier voyage que j'ai effectué avec toi, toi tu étais déjà allé, mais en 90. Donc oui, en 90 avec Azad. Et avec un de tes Azad Kachichian, oui. Et là, nous avions rencontré celui qui est devenu ensuite le premier président de la République après l'indépendance, Levon Petrosian, qui n'était pas encore, et nous avions évoqué ensemble les différents sujets. Et c'est vrai que c'était pas, quand on l'avait cité le génocide, mais ce n'était pas la priorité. C'est nous qui en parlions. C'est nous qui en parlions. Porteurs de la revendication de la diaspora. Voilà, eux, c'était le problème de l'énergie, c'était le problème de redistribuer les terres, etc. C'est bien normal. Donc, il avait d'autres soucis, mais c'est vrai, tu as raison de le rappeler, c'est nous qui en avons parlé. Hein. Et dans la situation actuelle, pour pas faire un parallèle trop fort, mais est-ce que vous pensez que, effectivement, par rapport à l'Artsakh, il faut que le gouvernement arménien soit beaucoup plus manifeste auprès de la France, de manière beaucoup plus directive, ce qu'il entend. On a eu là-dessus des comptes rendus du président Macron qui disait que quand il avait le gouvernement arménien sur l'Artsakh, il n'a jamais demandé une aide plus forte qu'une aide humanitaire de la part du gouvernement arménien. Écoutez, lorsque nous y sommes allés, et René donc était là, quand nous y sommes allés donc au mois d'octobre, fin octobre, là, le Premier ministre Nicole Pachinian a demandé, et le ministre des Affaires étrangères, qui aujourd'hui n'est plus le ministre des Affaires étrangères, l'ancien ministre, voilà, et qui nous avait dit, il demandait à la France de reconnaître l'indépendance de l'Artsakh. C'était un appel. Moi, je me souviens, nous nous souvenons, de la même manière, ce qu'a dit le Premier ministre. Aujourd'hui l'Artsakh, demain l'Arménie, et après-demain Vienne. Je crois que ça, on doit prendre de conscience de tout ça. Et moi, c'est la situation est plus grave que l'on ne croit. Ben, vous savez, je vais vous dire, faire un peu une confidence, et j'ai un SMS. J'ai commencé à être très inquiet de cette guerre au mois de juillet. Pourquoi au mois de juillet? Il y avait des mobilisations, des manœuvres qui se déroulaient avec les Azéris. Et puis la situation s'est dégradée, mais il y avait une préparation. Et aujourd'hui, quand je vois des manœuvres qui se déroulent encore entre Turcs, Azéris, et sans doute des mercenaires qui sont dans ces manœuvres, je me pose des questions, on peut se poser des questions. Voilà, moi il faut être, sans vouloir être pessimiste, mais on peut avoir des inquiétudes. Par rapport à la question que tu posais à Ruth tout à l'heure avant qu'on revienne un peu en arrière, il me semble que effectivement la reconnaissance du génocide par le Parlement français, avec les 2 votes à l'Assemblée, Sénat et retour à l'Assemblée, donc ce qui a donné une loi très symbolique, mais qui est devenue quand même une loi de la République. Parce qu'elle a été votée régulièrement, on a été jusqu'au bout des choses. On aurait pu s'arrêter en 98 en disant, après tout, c'est symbolique, c'est reconnu, le Parlement français, l'Assemblée a voté, point à la ligne. Non, on a voulu aller, et la diaspora a fait aussi cette démarche, qu'on aille jusqu'au bout pour que ce soit une vraie loi. Et pas juste une résolution. Voilà, c'est tout à fait. Et je crois que ça a été aussi dans l'esprit des hommes politiques français et des femmes politiques françaises. Ça a été une prise de conscience qu'on pouvait faire cette démarche. La preuve, c'est que on est revenu après sur un texte sur le négationnisme, alors que ça, c'était pas évident. Et ça a été voté aussi à l'Assemblée, au Sénat, 2 fois. Donc, je crois que ça a été effectivement un tournant, et que pour la suite, il pourra y avoir encore D'ailleurs, à chaque fois, dans tous les débats, je sais pas si je me suis amusé récemment à relire le journal officiel des débats de 98 et de 2001. Mais c'est une richesse incroyable. Les interventions sont d'une qualité extraordinaire. Et tout à l'heure, on parlait de Patrick Devedjian. Il faut relire le discours de 98 et de 2001 de Patrick Devedjian. Avec les autres, bien sûr, on a tous été bons. Mais lui, en particulier, il avait fait une démonstration
qui va dans le sens de ce que tu disais, et il faut le garder. C'est quelque chose qu'on devrait relire régulièrement, parce que ça a été un fil conducteur extraordinaire. Moi, ce qui m'inquiète et qui doit, je pense que René partage aussi mon analyse, c'est l'importance et le poids du Quai d'Orsay, qui dépasse, à mon avis, les interventions du ministre et des ministres successifs des Affaires étrangères. L'importance et la prise, le pouvoir du Quai d'Orsay, qui a, moi j'ai vu encore le dernier rapport que j'ai présenté juste en 2017 et sur les relations justement avec l'Azerbaïdjan. J'ai été, disons, j'ai eu des pressions aussi bien même du ministre des Affaires étrangères d'époque, de M. Hérault, de Mme Elisabeth Guigou à la Commission des Affaires étrangères, qui ne voulait pas de ce... D'ailleurs, il n'y a pas eu de cette commission, il y a eu simplement une mission. Je n'ai pas pu obtenir la commission. Voilà. François, je partage totalement ce que tu viens de dire, et je dis, ça va au-delà du Quai d'Orsay, ça concerne aussi toutes les cellules diplomatiques de l'Élysée et de Matignon. Oui, tu as raison. Qui sont de toute façon du même moule, et qui sont tous pareils, et qui se méfient complètement de toutes les démarches qui viennent du Parlement. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Tout à fait. On va revenir maintenant un peu effectivement sur les enseignements. Enfin, merci encore François Rocheboine. Voilà, je vais devoir vous quitter. Merci voilà. François Rocheboine. Et merci pour ce que vous faites. Merci à la radio. Oui. Et encore, j'embrasse René. À très bientôt, François. Alors, je crois que nous avons Jean-Paul Brett qui est là. Allô? Jean-Paul Brett. Jean-Paul Brett, bonjour. Bonjour. Alors, vous aviez été aussi un des acteurs principaux de cette loi de reconnaissance du génocide arménien. Vous étiez surtout très mobilisé lors du vote du 29 mai 1998. Pouvez-vous nous remettre dans le contexte de l'époque? Le contexte de l'époque, c'était une accumulation de propositions de loi pléthoriques, si l'on peut dire, qui pour certaines dataient de plus de 10 ans, voire de 15 ans, et qui aucune n'avait abouti. Donc beaucoup de groupes politiques procédaient ainsi, et on les comprend, mais ils avaient rencontré, je dirais, la surdité des gouvernements successifs. Donc ces propositions de loi s'étaient heurtées chaque fois au silence des gouvernements de l'époque, au nom de réalités géopolitiques, et la principale étant évidemment de ne pas offenser, ou en tout cas de ne pas heurter le gouvernement turc. Alors en 1998, qu'est-ce qui a changé? Bon, j'étais président du groupe d'amitié France-Arménie, je n'en fais pas une affaire plus personnelle qu'il faut, mais c'est vrai que j'ai eu un rôle assez décisif en s'appuyant sur un fonds commun, évidemment, de propositions auparavant, René Rouquet et d'autres, notamment. Nous avons porté, à l'occasion d'un dispositif parlementaire qui n'existait pas, c'est vrai, les années d'avant, qui s'appelle la niche parlementaire ou les fenêtres parlementaires, qui est la possibilité donnée pour un groupe politique de déposer une proposition de loi et de la faire voter par l'Assemblée. Donc c'est la grande différence. Auparavant, il fallait attendre que le gouvernement porte à l'ordre du jour de l'Assemblée la reconnaissance, qu'il n'a jamais fait. Et là, on a utilisé ce dispositif-là, et en ce sens, c'est vrai que on a un peu forcé les choses, parce que le gouvernement de l'époque, qui était le gouvernement de Lionel Jospin, avait certes accueilli avec intérêt notre proposition, mais il n'entendait pas faire autrement que ce qui avait été fait auparavant. Ce qui est juste de dire, c'est qu'il ne s'est pas non plus opposé comme il aurait pu le faire, en tout cas faire pression sur les députés socialistes majoritaires à l'époque pour qu'il n'y ait pas de dispositif de proposition de loi dans la fenêtre parlementaire. Donc il a laissé faire l'Assemblée dans ce qui était à l'époque, ce qui reste d'ailleurs toujours aujourd'hui une possibilité, et c'est ce qui a conduit à plusieurs parlementaires dont j'étais, mais en tant que président du groupe d'amitié France-Arménie, j'avais pris l'initiative de regrouper plusieurs députés socialistes qui soutenaient cette démarche, et ça nous a conduit, en raccourcissant un peu le propos, au 29
29 mai, c'est ça, 29 mai 1998, avec l'examen à l'Assemblée nationale de cette loi, qui a été votée, c'est vrai, définitivement que 2 ans et demi après environ, puisque le gouvernement ensuite n'a pas transmis la loi au Sénat et il a fallu un procédé un peu particulier, c'est-à-dire que le Sénat lui-même, utilisant le dispositif de la fenêtre parlementaire, l'a inscrit à son ordre du jour et ensuite il est revenu à l'Assemblée sous une forme qui était totalement identique en ce qui concerne son énoncé, puisqu'elle est extrêmement simple, c'est la France reconnaît le génocide des Arméniens de 1915. Ça s'apparente effectivement à ce qu'on peut appeler une résolution, ce qui a été un sujet de discussion puisque l'Assemblée nationale vote des lois et pas des résolutions, mais la portée, je dirais, symbolique, universelle, importante, n'en est pas moins réelle. Voilà. En quelques mots, une histoire qui nous a beaucoup mobilisés et dont moi je suis extrêmement fier. Et alors que je ne suis plus parlementaire depuis 2001, quand je retourne un peu sur ce que j'ai fait en tant que parlementaire, bon, des choses intéressantes, mais dans cette aventure-là, si l'on peut dire, d'une part parce que j'en avais été un peu le promoteur, et puis parce que on a fait en sorte que la justice rejoigne le droit, et que finalement, quand on est député, quelle plus belle chose que d'arriver à cela. Je crois que tout avait commencé le 24 avril qui précédait, donc le 24 avril 1998, où à une question posée au gouvernement, les députés, notamment vous et les députés socialistes, avaient été choqués par la position du gouvernement, et c'est là que vous aviez enclenché le processus. Oui, absolument. On avait eu la sempiternelle réponse, je ne sais plus quel était le ministre. Pierre Moscovici. Est-ce que c'était le ministre je crois que c'était Védrine, il me semble bien. Oui, mais c'est Pierre Moscovici qui avait répondu. C'est Pierre Moscovici qui avait dit, en plus, à titre personnel, qu'il reconnaissait le génocide, mais que le gouvernement, en gros, ne pouvait pas le reconnaître. Ce qui était une façon de parler un peu particulière, enfin, en tout cas, voilà. Et c'est vrai que, bon, l'Assemblée venait d'être réélue, puisqu'elle avait été élue en 97, donc c'était le premier 24 avril, je crois, après la nouvelle majorité. Et c'est vrai qu'il y a eu un peu ce sentiment de ras-le-bol, quoi, devant une proposition de loi, enfin une démarche qui se heurtait, alors que Lionel Jospin, dans sa campagne, enfin moi je m'en étais un peu servi aussi dans le courrier que je lui avais adressé dans sa campagne dans la campagne des législatives, il avait indiqué qu'il reconnaissait le génocide arménien. Il avait même mis une très belle phrase sur un livre, je crois, pour une exposition qui était consacrée à ça. Donc il y avait un moment donné où il y avait une espèce de double discours, quoi. Enfin, donc on était candidat, on reconnaissait le génocide et on s'engageait à ce qu'il soit reconnu. Et puis ensuite, une fois en situation de responsabilité, on continuait à parler des massacres, tout en disant qu'effectivement ces massacres ressemblaient à un génocide. Voilà, il y a eu un petit peu un ras-le-bol des plus anciens notamment. Et pour moi qui étais moins ancien à l'époque, voilà, on a fait non pas un coup de force, parce qu'on était dans le cadre des dispositions législatives, mais en tout cas on a saisi cette fenêtre parlementaire et on a imposé en quelque sorte l'examen par l'Assemblée nationale de cette proposition de loi. Alors, à l'époque, si la loi a été votée à l'unanimité le 29 mai 1998, est-ce que néanmoins il y avait des divergences, est-ce qu'il y avait des vraies fractures politiques sur ce sujet, ou cette unanimité était réelle sur l'ensemble des bancs du Parlement ? Elle a été réelle en tout cas, puisque tous ceux qui étaient présents l'ont voté. Après, il est juste que dans tous les groupes, y compris d'ailleurs dans le groupe socialiste, certains avaient manifesté de la réserve sur la loi, pas tellement sur le fond, mais sur le fait d'utiliser un tel procédé. Et puis après, il y a l'éternel, enfin non pas l'éternel, mais le débat récurrent qu'on a eu, qui a été repris d'ailleurs par quelques historiens, je pense à Pierre Vidal-Naquet, disant c'est pas au Parlement d'écrire l'histoire, qui était d'ailleurs l'argumentation qui a été utilisée par les Turcs et qui continue à l'être. En gros, c'est aux historiens d'écrire l'histoire et c'est pas aux parlementaires. Voilà. Donc il y a
quand même, pour répondre précisément à la question, il y a eu quelques personnes qui se sont peu engagées, et il y en a eu quelques-uns, notamment un groupe qui devait être le groupe la droite, qui devait être le groupe RPR, de quelques députés qui étaient philo-turcs, enfin en tout cas qui étaient dans le groupe d'amitié avec la Turquie et qui eux manifestaient très nettement leur penchant pour la Turquie et qui disaient que c'est une histoire ancienne, il n'y a pas besoin d'en reparler. Il y en a un dont j'ai oublié le nom, je vois très bien, qui était un député de la région parisienne, qui était un grand pourfendeur de cette loi. Mais il n'est pas venu le jour du vote à l'Assemblée nationale. Donc il aurait été minoritaire et il s'est répandu un petit peu dans les médias, et surtout dans les médias turcs d'ailleurs, pour dire qu'il n'était pas d'accord. Donc il avait été en vedette en Turquie, mais vedette en Turquie ne faisait pas vedette en France. Voilà. Et justement, en parlant de la Turquie, est-ce qu'il y a eu une réelle pression qui avait été mise sur vous, messieurs les députés, enfin vous, qui était président du groupe d'amitié France-Arménie, notamment, il me semble que la Turquie avait menacé de rompre les relations économiques avec la France. Il y a eu une pression qui a été davantage sur le gouvernement français, en disant que les intérêts économiques français allaient être durablement atteints. Il y a eu des articles dans la presse turque, donc il y a eu une véritable pression de l'ambassadeur, enfin à travers les canaux diplomatiques, pour dire que si la France, si le Parlement votait cette proposition de loi, les représailles allaient être terribles. En fait, elles ne l'ont pas été, puisque comme souvent d'ailleurs, dans ce cas-là en tout cas, après la situation d'aujourd'hui n'est pas tout à fait la même, mais le gouvernement turc s'en était tenu à un peu de gesticulation. Et d'ailleurs, au moment de la vote de la loi, le Premier ministre turc, donc je me souviens plus le nom, mais avait dit mais qui comptait bien sur le Sénat pour rectifier cette proposition de loi. Mais on a eu quand même pendant tout l'examen parlementaire jusqu'il y a 20 ans maintenant, on a quand même eu cette récurrence des pressions turques sur le plan diplomatique. Sur le plan personnel, il y a eu quelques télégrammes. Moi-même, j'avais fait une tribune dans le quotidien Le Progrès à l'époque, où le consul turc avait pris la plume pour expliquer qu'il n'y avait pas de génocide, que c'était un débat d'historiens. Voilà, mais ça, je dis, à la limite, ça relève du débat, même s'il n'y a pas de débat sur la réalité du génocide, mais on ne peut pas considérer que c'était une pression. En revanche, il y a eu quand même ensuite beaucoup de télégrammes, à l'époque c'était pas des mails, comment dit-on, des fax, voilà. Qui arrivaient de toutes les associations franco-turques de France, qui en général reprenaient les mêmes termes, ça venait directement du consulat, et on a été inondé de franco-turcs, entre guillemets, ou de Turcs vivant en France pour protester contre cela. Mais il n'y a pas eu de menace, moi je n'ai pas eu de menace physique à ce sujet, donc il faut aussi le dire comme cela. En revanche, il y a eu, au niveau de cette reconnaissance en 98 a été quand même énormément médiatisée. Je regardais récemment, en rangeant quelques archives, les revues de presse de l'époque, alors en France bien sûr, mais aussi au niveau international. Il y a quand même une très très grande couverture de presse. Ça s'explique un peu, je pense, par le fait que la France quand même était le premier grand pays occidental à reconnaître le génocide arménien à travers son Parlement. Il y a eu des reconnaissances à l'ONU, il y a eu des résolutions dans certains pays, mais d'une part c'était le fait que ça soit la France et que sa position quand même comptait davantage peut-être que d'autres, et que ça soit en plus la représentation nationale qui s'engage dans ce processus. Donc ça a été quand même un moment là aussi important dans le processus, qui a vu ensuite derrière de plusieurs pays, de très nombreux pays, s'engager dans cette reconnaissance. Parce qu'on peut dire que la France a montré la voie. Oui, on a montré la voie, et c'est aussi quelque chose dont on peut, collectivement ici, être assez fier. 20 ans après, maintenant, quand vous regardez ce vote de la loi, est-ce qu'elle a entraîné, notamment pour la communauté arménienne de France, quels sont les enseignements que vous jugez de cette loi ? Je trouve que tout ce que je viens de dire montre que je pense que c'était quelque chose de décisif, d'important, que ça a généré derrière
dans la voie, comme vous l'avez dit, dans la voie de la reconnaissance internationale, c'était un élément important. Après, il y a eu effectivement le blocage sur le fait d'en faire un peu comme pour la loi Guesso, c'est-à-dire de pénaliser le négationnisme. On sait que là-dessus, avec en plus aussi un certain nombre d'historiens qui, avec les mêmes motifs, se mobilisent en disant que c'est pas à l'Assemblée nationale d'écrire, et qui se mobilisent encore plus, comme ils l'avaient fait d'ailleurs contre la loi Guesso, pour nier cette façon de faire. Mais bon, il y a quand même eu la journée que Macron a instituée au début de son mandat sur la journée nationale. Hein, c'est à la fois symbolique, mais c'est bien. Et puis il reste quand même. Alors c'est le Conseil constitutionnel aussi qui s'opposait à ce que on pénalise en quelque sorte la négation. Donc c'était un petit peu compliqué là sur le plan juridique, mais néanmoins le regard. N'oublie pas votre question. Le regard est un regard quand même extrêmement positif. Et aujourd'hui, quels sont les pays qui ne reconnaissent plus le génocide? La Turquie, bien sûr, parce qu'il y a un élément important, puisque je pense que c'est seulement quand la Turquie le reconnaîtra, et il faut bien dire que c'est pas demain la veille, quelques pays, alors je ne citerai pas l'Azerbaïdjan, mais enfin, quelques pays qui sont dans des orbites peu démocratiques qui également ont accompagné la Turquie. Mais quand même, je dirais que la pression internationale, ou en tout cas la reconnaissance internationale autour de la réalité du génocide est là, 20 ans après, de façon incontestable. Il ne faut pas oublier qu'en 95, je crois, je me souviens de l'affaire Weinstein, où cet intellectuel français spécialiste des études ottomanes avait suscité quand même une belle polémique en étant reçu au Collège de France, qui a été le cas quand même, alors qu'il avait eu un article dans la revue L'Histoire où il mettait quand même en cause il parlait de la version arménienne de l'histoire, en disant que peut-être les massacres de Turcs avaient été oubliés. C'était quand même un peu fort, mais enfin bref, il y avait quand même dans des milieux universitaires, y compris en France, un certain nombre de doutes qui pouvaient s'exprimer, une version en disant c'est la version arménienne, voilà. Aujourd'hui, je crois que, à part quelques milieux négationnistes extrêmes, on peut toujours en trouver. Je pense que cette histoire-là n'aurait plus cours. Il faut dire aussi que depuis un certain nombre d'écrits, je pense en Turquie à Taner Akçam, comment dit-on? Oui, Taner Akçam. Voilà. Il y a eu quand même il y a encore des preuves supplémentaires qui sont arrivées sur la réalité des ordres génocidaires, les télégrammes qui étaient encore mis en doute à l'époque. Tout ça fait qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de doute sur la réalité génocidaire du processus. Voilà. En tant que président à l'époque du groupe France-Arménie, le groupe d'amitié, est-ce que vous considérez l'Arménie qui avait retrouvé son indépendance en 1991, avec également la guerre en Artsakh, au Karabakh, mais est-ce que en fait cette loi n'a pas cimenté cette amitié indéfectible entre la France et l'Arménie? Il y a participé. Je pense qu'il y avait quand même en Arménie, historiquement, et pas seulement depuis que l'Arménie était indépendante après la dislocation du RSS, il y a quand même dans l'histoire une francophilie en Arménie, et la fin du 19e siècle, des intellectuels arméniens qui sont venus en France, la cité Jaurès, mais d'autres aussi qui ont été quand même au moment des massacres par le sultan Abdulhamid. Et puis globalement, il y a quand même eu un rapport avec la France qui était un rapport, je dirais, sur le plan de la littérature, sur le plan de la pensée, qui a été un rapport qui fait que la France n'était pas forcément n'était pas tout à fait un pays comme les autres. Donc comme on dit quelquefois en Arménie, il y a pas vraiment de la francophonie, mais il y a de la francophilie. Alors c'était déjà le cas, ça l'a sans doute été encore plus après l'acte que nous avons posé au Parlement français. Ça a cimenté effectivement un rapport avec la France qui est ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Écoutez, Jean-Paul Brett, merci encore pour ces éléments
Et puis peut-être. Je vais vous citer un mot parce que, oui. Excusez-moi de dire ça, parce que en regardant quelques documents là, de toutes les réactions, des remerciements, je retrouvais, ça a été émouvant pour moi de le revoir. C'était un mot de Patrick Devedjian, qui est oui, bien sûr. Il y a quelques mois, et qui était présent, qui était intervenu, mais qui m'avait fait un mot court en disant qu'il avait apprécié mon rôle décisif et la volonté et le choix des mots que j'avais utilisés lors de mon intervention à l'Assemblée nationale. Et bon, lorsqu'il l'a fait à ce moment-là, j'ai apprécié, mais le revoir aujourd'hui, après son décès et plus de 20 ans après, j'éprouve un peu d'émotion. Voilà. Bah écoutez, merci encore Jean-Paul Brett pour cette interview. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, on vient d'entendre Jean-Paul Brett. René Rouquier, est-ce que vous pensez comme lui que cette loi de janvier 2001 reconnaissant publiquement le génocide des Arméniens, c'est le ciment de la relation franco-arménienne? Tout à fait, parce que en fin de compte, c'est pas seulement un vote, c'est toute une histoire qui démarre dès 88 quand on crée le groupe d'études sur la question arménienne, qui se transforme en groupe d'amitié en 91, qui suit l'ouverture des relations diplomatiques officielles qui sont ouvertes dans une mission qui a été envoyée par François Mitterrand à Bakou et à Yerevan, conduite par Bernard Kouchner, qui était à l'époque secrétaire d'État à l'action humanitaire, qui avait choisi 2 députés pour l'accompagner, un de la majorité et un de l'opposition, moi-même pour la majorité et Patrick Devedjian pour l'opposition. Et je me souviens de et ça tombe bien parce que Jean-Paul vient de rendre hommage à Patrick, et je dois dire que à ce moment-là, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. On s'est posé à Bakou dans les conditions qu'on connaît, c'était le père Aliev à l'époque, qui nous a reçus. Et alors le dialogue avec Kouchner, Aliev, c'était quelque chose d'extraordinaire. Kouchner exigeait de se rendre en Arménie par la route et de laisser les avions qui nous avaient déposés, qui devaient nous rejoindre à Yerevan. Il a fait une vie épouvantable pour pouvoir faire ça, pour reprendre le couloir de la Chine, qui n'était pas trop praticable à l'époque, parce qu'on était en plein hiver, c'était en février 92, et on n'avait pas pu le faire. Mais je garde un souvenir de ce moment, et là aussi, de voir ces 2 personnages, parce que moi j'étais président du groupe d'amitié à l'époque, et de voir Bernard Kouchner et Patrick Devedjian si proches l'un de l'autre dans leur analyse de la question arménienne, et de se projeter dans l'avenir de ce que pourraient être les relations entre la France et l'Arménie, ça reste quelque chose pour moi d'un très grand souvenir, et qui a abouti quelques années après, en 98 et en 2001, à un vote d'un texte qui a été un des premiers sous cette forme-là. Je dirais même peut-être le premier. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui a renforcé bien sûr cette amitié franco-arménienne. Et avec tous les présidents arméniens, j'ai eu la chance de tous les connaître, même de rencontrer celui qui se met en avant aujourd'hui, Vasken Manoukian, que j'ai rencontré quand il était Premier ministre de l'Éventerpotation en 95, je crois, avec qui j'avais eu des conversations très intéressantes. Et ça m'étonne pas qu'il se trouve aujourd'hui au centre de quelque chose, parce que compte tenu de ce que je pensais de lui, de ce que j'avais pu découvrir en lui, un homme de grande qualité. Donc je crois que c'est tout ça qui a fait la relation franco-arménienne. Et puis j'ai souvent l'habitude de dire que moi, mon combat pour l'Arménie, pour l'Artsakh aujourd'hui, c'est un de mes plus beaux combats parlementaires et d'hommes. Et c'est plus qu'un soutien, c'est une affection profonde. Et j'espère que dans les années à venir, on va pouvoir, et dans les moments qui viennent, on va pouvoir avancer sur la question de l'Artsakh, et j'espère pouvoir y retourner très vite sans demander un visa à l'Azerbaïdjan, parce que sinon ça me sera très difficile. Eh ben écoutez, c'est sur ces belles paroles que nous allons conclure cette émission. Je voudrais encore une fois remercier Alexis Goffsian,
René Rouquet, vous qui êtes présent ici, François Rocheboine et Jean-Paul Brett que nous avons eu également, pour nous avoir remémoré cette grande victoire que constitue la reconnaissance du génocide par la France, dont nous fêtons les 20 ans entre le 18 janvier et le 29 janvier, date de la promulgation par le président Chirac et le premier ministre Lionel Jospin et François Rocheboine le rappelait, et le rapporteur François Rocheboine, qui sera fêté le 29 janvier 2021. Ce sont les 20 ans. Voilà. Merci encore pour cette émission, et à la semaine prochaine pour un autre anniversaire de 20 ans que nous reviendrons au cours de semaine. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.